Alors, je me relance. Rebonjour. Remercie d'être venu. Je vais essayer de faire encore plus court pour ma petite introduction. Donc, je m'appelle Cécile Blanchard et je suis rédactrice en chef des cahiers pédagogiques. Je vous présenterai les intervenants au fur et à mesure. C'est pas à vous que j'apprendrai que l'intérêt pour les pratiques d'éducation en plein air est grandissant depuis quelques années et en particulier depuis la fin du confinement 2020. Les classes qui sortent de leur salle, qui vont dehors de façon régulière ou plus ponctuellement, et c'est vrai aussi dans le périscolaire. Au-delà de cet engouement qui est nouveau dans son ampleur, ces pratiques en fait sont inscrites dans l'histoire de la pédagogie et notamment dans l'histoire de l'éducation nouvelle. On peut penser par exemple à ce que Célestin et Élise Freinet appelaient l'étude du milieu. Les initiatives et les retours d'expérience sont très nombreux en France, mais aussi partout dans le monde. Et tout ça dessine un éventail très large de modalités pédagogiques pour apprendre dehors, de la maternelle à l'université. Lors de cette table ronde, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à l'école et à l'éducation au développement durable, mais sans perdre de vue le fait que ça n'est pas du tout le seul domaine d'apprentissage qui est concerné lorsque l'on sort. Et nous allons donc discuter avec nos intervenantes et intervenants et avec vous, j'espère qu'on aura le temps de discuter avec vous, de ce qui s'apprend de spécifique dehors à travers la manipulation, l'expérimentation, les sensations, le contact avec le vivant, etc. Je vais commencer avec vous, Marie Angeletti. Donc vous êtes IEN ici à Marseille et vous étiez l'an dernier, vous aviez une mission sciences et éducation développement durable dans les Hautes-Alpes à côté. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler, nous dire quel est l'appétit, qu'est-ce que vous constatez en matière de l'appétence ou l'appétit des enseignantes et des enseignants pour la classe dehors? Bonjour. Alors donc effectivement, depuis quelques années, on a un regain et un essor de la part des équipes pédagogiques pour enseigner dehors. Et cette question de la classe dehors, elle prend différentes formes en termes de modalités qui sont mises en place pour travailler différents sous-domaines d'enseignement, d'apprentissage. Donc on peut avoir des pratiques qui sont plus tournées vers la question de l'EDD, effectivement, de la démarche de scientifique, les questions aussi de mise en œuvre artistique avec tous les courants de land art, des choses comme ça. La question aussi des choses qui sont portées dans le cadre des voyages scolaires aussi, comme les sorties refuges en montagne. Et effectivement, avec des modalités, on va dire, qui se sont modifiées au fur et à mesure ces dernières années. Effectivement, l'impact Covid avec la volonté et la nécessité d'être plus en lien avec la nature et tout ce que ça a eu comme impact à la fois sur les personnels, à la fois sur les familles et à la fois sur les élèves, mais également pour moi quelque chose qui relève d'une volonté d'être dans une forme d'une nouvelle innovation pédagogique aussi et la question derrière de la forme scolaire qui est repensée sur finalement comment on enseigne aujourd'hui, avec aussi des problématiques qui peuvent avoir on va dire, un impact sur cette façon de penser la classe autrement. Et je pense particulièrement à la question de l'inclusion scolaire et le fait qu'aujourd'hui on accueille dès la maternelle depuis quelques années des élèves à besoins éducatifs particuliers avec des profils particuliers qui nécessitent forcément de réinterroger la manière dont on pense l'enseignement, dont on accueille ces élèves et dont on aménage à la fois les espaces, les modalités d'apprentissage et la nécessité d'opérer chez certains enseignants une bascule professionnelle. Alors après, moi de mon expérience et de ce que j'ai pu voir ces dernières années, il y a effectivement des types de projets différents qui sont appréhendés, à la fois sur le côté, on va dire, mise en projet sur effectivement des champs comme le DD sur les jardins pédagogiques qui peuvent être mis en place avec tous les bascules sur les différents niveaux de labellisation EDD qui permettent aussi aux écoles de s'engager de plus en plus loin dans ces démarches-là. Mais aussi le lien avec les autres apprentissages fondamentaux, le travail en mathématiques, le travail sur le langage, sur le lexique, etc. Et est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que vous avez identifié des freins qui font que les enseignants peuvent être réticents, inquiets, ne pas oser se lancer, pas intéressés, etc.?
Les freins que je peux identifier à mon niveau, il y a déjà le fait d'être à l'extérieur. Par exemple, si on prend chez un enseignant, par exemple, débutant, simplement le fait d'aller faire une séance d'EPS, c'est quelque chose qui est différent de faire une séance dans sa classe de français ou de mathématiques, parce que enseigner à l'extérieur, ça demande des gestes professionnels différents, une organisation différente, une forme de lâcher prise pour l'enseignant aussi, hein, qui ne maîtrise pas complètement son groupe classe comme quand les élèves sont assis à une place, où on peut avoir imaginer qu'ils sont attentifs alors même qu'ils sont partis ailleurs. Hein, voilà. Donc il y a toutes ces questions finalement, je pense, qui se reflètent aujourd'hui dans l'essor de la classe dehors, mais qui reflètent des questions autres dans le rapport au métier. Moi, j'irais plutôt sur les leviers, on va dire, parce que bon, les freins, on peut toujours les identifier, mais en termes de leviers, sur cette bascule particulière sur classe dehors et EDD, je pense que le contexte dans lequel on vit va vraiment modifier la manière dont on s'empare de cette question-là. Pour faire le lien entre mon contexte d'exercice actuel et celui de l'année dernière. Quand on est sur des départements de haute montagne avec un environnement immédiat et un contact direct de l'école à la nature, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de travailler avec la collectivité pour identifier, par exemple, une parcelle sur laquelle on va pouvoir investir un travail pour mettre en place une aire éducative, par exemple. Hein, voilà. Le travail avec les collectivités est essentiel aussi. Hein, donc après, on fera le lien avec l'OFB, puisque c'est le porteur de ce projet-là, enfin, ce dossier-là particulièrement efficace. Ce travail-là qui va être fait en termes de maillage aussi partenarial, hein, qui peut être à la fois un frein ou un levier, hein, en fonction de ce qui existe. La question du partenaire scientifique, parce que nous, on sait que dans le premier degré, les enseignants ont une formation majoritairement littéraire. Et donc, cette question-là de comment je fais pour entrer dans cet enseignement de la science, on a un manque en termes de formation sur ce plan-là qu'on essaye de réguler et d'ajuster. Donc, la question du partenaire scientifique, effectivement, c'est un frein ou un levier en fonction de ce qu'on arrive à identifier. D'accord. Alors, François Morisseau, donc vous êtes là au titre de l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Vous êtes le chef de l'unité des aires éducatives. Hein, et donc, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter les aires éducatives, nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, merci beaucoup. J'aime bien raconter l'histoire des aires éducatives pour montrer ce que c'est un petit peu ce projet. Puisque c'est une belle histoire aussi. Le projet, l'idée des aires éducatives, c'est né aux Marquises en 2012, donc très très loin. Et en fait, c'était après une campagne océanographique, donc les scientifiques étaient venus regarder la biodiversité marine autour des Marquises et ils avaient souhaité aller présenter cette biodiversité marine aux élèves d'une classe des Marquises. Et en fait, en entendant parler de biodiversité marine, de protection de l'environnement marin, une élève avait dit « mais pourquoi nous, on ne pourrait pas protéger la petite baie à côté de notre école ?» Et en fait, c'est de là qu'est parti le concept d'aire éducative, c'est comment des élèves, en réfléchissant à la préservation d'un lieu, vont pouvoir faire de l'éducation en lien avec le territoire, vont pouvoir s'approprier ce lieu. Et quand on parle de s'approprier, c'est s'approprier les écosystèmes, comment fonctionnent ces écosystèmes de manière scientifique, mais aussi de manière émotionnelle. Et c'est aussi s'approprier toute la culture qui est liée à ces écosystèmes. Et donc il y avait un gros enjeu aux Marquises à l'époque de la naissance des aires éducatives, qui était une perte de génération en génération de la culture marquisienne, de la langue marquisienne. Et donc, il y avait aussi dans les aires éducatives, dans leur naissance, cette idée de comment on va faire de l'éducation en lien avec le territoire, la culture du territoire et les acteurs du territoire. Et donc, le projet est né de ça. Il s'est développé en 2016. On a lancé une expérimentation avec 8 écoles dans l'Hexagone et dans d'autres outre-mer que la Polynésie. Et aujourd'hui, il y a à peu près 1500 aires éducatives en métropole et dans les outre-mer. Et donc, c'est une initiative qu'on co-porte très fortement avec le ministère de l'Éducation, les différentes académies, et qui se développe assez fort en ce moment. Ouais. Non, si, c'est bon. Qu'est-ce qu'on apprend de spécifique? Comment ça se passe? Et qu'est-ce qu'on apprend de spécifique dans les aires éducatives? Dans ce projet, comme je vous le disais, les élèves ils vont s'approprier un lieu et ils vont mimer, faire comme s'ils devenaient gestionnaires de l'environnement. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, je redirai pourquoi après, mais ils vont réfléchir à la préservation de l'environnement et ils deviennent
ils deviennent vraiment les maîtres de leur projet. Donc c'est un projet collectif. Les élèves ont un conseil d'élèves. Voilà, on appelle ça un conseil des enfants pour la mer ou un conseil des enfants pour la terre. Et tout l'enjeu, c'est que en récoltant des informations sur leur aire éducative, ils essayent, en utilisant cette information, de prendre des décisions collectives entre eux, mais aussi avec les acteurs du territoire. Ça veut dire s'accorder. Donc c'est un apprentissage de la démocratie, du dialogue, d'avoir différents points de vue, mais aussi un apprentissage de comment on se base sur un constat le plus objectif possible de terrain. Qu'est-ce qui se passe sur mon site? C'est quoi les écosystèmes? C'est quoi les pressions humaines? Qu'est-ce qui est en train de se produire pour essayer de trouver les meilleures réponses possibles, collectives, pour préserver l'environnement. Et donc les apprentissages, c'est, comme je le disais, la démocratie, la citoyenneté. C'est une manière de faire classe dehors, hein, puisque bien sûr, ils vont régulièrement sur leur aire éducative, mais en utilisant vraiment ce dehors, ces écosystèmes, pour apprendre, pour comprendre ce qui se passe. Et c'est aussi une manière, bien sûr, de développer la connaissance scientifique de leur environnement. Voilà. Et peut-être, et ça c'est quelque chose que je voudrais ajouter, mais ça c'est quelque chose qu'on commence à développer maintenant de plus en plus, on se rend compte qu'on a transmis, qu'on transmet encore des rapports au vivant qui sont nos rapports au vivant de ma génération, des générations antérieures, qui sont des rapports au vivant où l'homme a dominé la nature d'une certaine manière, ou en tout cas où il y a l'humain d'un côté, la nature de l'autre. Et en fait, on peut aller dehors autant qu'on veut. Si on dit aux élèves, par exemple, vous gérez l'environnement, c'est votre aire éducative, c'est vous qui gérez tout ça, bah là, ça ne marche pas très bien, en fait, parce qu'on utilise tous les cadres culturels de pensée qui font qu'ils ont l'impression d'être en dehors de ça et que finalement, la nature est là pour l'homme et pour le bénéfice de l'homme. Et donc, il y a tout un cadre, quelque chose à imaginer maintenant, enfin, pour voir comment on peut s'interroger avec les élèves sur nos cadres de pensée. Et sur comment on peut dépasser ça et inventer des nouveaux rapports à l'environnement. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait pousser dans les aires éducatives, c'est cette réflexion collective, cet apprentissage d'autres cadres de pensée et d'autres rapports à l'environnement. Mais alors ça suppose peut-être de moins aménager aussi les aires pour laisser plus de place aux vivants. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au final, quand on fait une aire éducative et quand on se développe ce projet de citoyenneté, en fait, et c'est pour ça que les enseignants et qu'on travaille là-dessus avec l'éducation nationale vraiment main dans la main, c'est qu'ils vont faire des maths, du français, de la géographie, puisqu'ils vont se rendre compte qu'il se passe quelque chose sur l'aire éducative, donc ils vont écrire une lettre à la collectivité, aux acteurs du territoire, donc ils vont faire du français en écrivant cette lettre. Et donc c'est assez rigolo, parce que quand il y a une aire éducative qui se lance au collège, c'est souvent... Alors, parfois l'enseignant de PS, par exemple, parce que c'est plus facile pour lui de sortir, il est plus habitué, mais ça peut être aussi l'enseignant de SVT le plus souvent, parce qu'on entre par la partie SVT. J'ai envie de dire presque malheureusement, mais heureusement aussi, parce que c'est aussi un projet de géographie, de français, et c'est rigolo parce que c'est les élèves qui vont aller chercher l'enseignant de français ou d'histoire en lui disant nous, on aimerait bien là écrire une lettre dans le cadre de notre aire éducative, et du coup, le projet petit à petit... va dans toutes les disciplines. Mais j'ai oublié la question initiale, désolé. Non, mais vous disiez qu'il s'agissait aussi de réinterroger le rapport au vivant, et donc je me demandais si ça compliquait pas un peu les choses, si on doit moins aménager, par exemple, pour mieux respecter la biodiversité, le vivant, les espaces naturels. Hein. Là, je pense que c'est vraiment un travail à faire et dans la formation de formateurs, dans la formation des enseignants, dans la formation de tous les cadres aussi de l'éducation nationale et des structures qui accompagnent les aires éducatives. Et c'est quelque chose qu'on doit inventer. Nous, on n'a pas la solution pour l'instant, mais on a ce réflexe humain et les élèves l'ont particulièrement. Enfin, d'ailleurs, je dis humain, mais je ne devrais pas dire humain. On a ce réflexe quand on pense... préserver, protéger l'environnement, on pense comment l'homme va faire. Et aujourd'hui, il y a plein de réflexions sur la libre évolution. Laisser un milieu en libre évolution, ne rien faire, c'est une manière de gérer l'environnement. Juste se renseigner, documenter ce qui se passe dans cet environnement, c'est aussi une manière de le protéger, puisqu'on arrive à voir ce qui se dégrade ou ce qui ne se dégrade pas. Et donc, on a beaucoup ce réflexe qui vient beaucoup des élèves, mais souvent des adultes, de vouloir faire des choses concrètes, c'est-à-dire mettre des panneaux, faire un nichoir à oiseaux, faire des hôtels à insectes. Et ça, c'est des choses, je pense, qu'il faut qu'on arrive à déconstruire aussi progressivement, parce que c'est pas forcément en agissant comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Parfois, c'est plus en étant sur le marché de la commune
et en informant les personnes de la collectivité ou les acteurs du territoire de ce qu'on a découvert sur l'ère éducative, qu'on peut amener à des changements peut-être plus profonds qu'en agissant directement. Donc là, il y a vraiment des... Mais tout ça, c'est à venir, en fait, c'est un travail à faire. Et je pense qu'il bénéficiera aussi à l'école, à la classe dehors de manière générale, puisque tout ce qu'on construit, finalement, derrière, ça infuse dans la classe dehors, où j'entends beaucoup, et des enseignants qui viennent de la classe dehors dans les aires éducatives, cette envie, quand on arrive sur un nouveau territoire, de se dire comment on va le rendre confortable pour nous en tant qu'élèves, en tant que... Et c'est encore beaucoup le cas, finalement, parce qu'on a une vision très utilitariste du milieu. Et donc voilà, encore plein de choses à travailler. Réflexion en cours. Gaëlle Serquet, vous êtes docteur en géographie et spécialiste de l'éducation à la durabilité, et vous travaillez au Centre de compétences Outdoor Education de la Haute École pédagogique du canton de Vaud, en Suisse. Oui, tout à fait. Et je voulais déjà, pour commencer, vous demander si vous pouviez nous présenter un peu les activités du centre. Oui, alors déjà la Haute École pédagogique du canton de Vaud, c'est un peu l'équivalent d'une ISPE où on forme les enseignants du primaire au lycée. Et donc nous, notre centre, il est basé sur 3 piliers. Donc tout d'abord un pilier évidemment formation, avec la formation initiale, mais également de la formation continue, qui est notre, je dirais, principale activité à 70%. Voilà, puisqu'on part du principe que les enseignants, d'abord, ils ont besoin de connaître l'enseignement et se sentir bien en classe avant de se sentir bien à l'extérieur aussi. Un deuxième axe, c'est en didactique. Donc on fait de la recherche en didactique et moins de conscience de l'éducation, mais vraiment de la didactique de l'enseignement en extérieur. Et enfin, du service à la cité, de l'expertise. Voilà, on peut être également expert parfois en France, en Belgique, en Italie. Voilà un peu, si je l'ai fait un peu vite vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais sinon je peux un peu développer plus. Oui, bien sûr. Je voulais effectivement vous... Alors déjà, j'ai une petite question qui intéressera peut-être notre auditoire. Est-ce que quand on est prof en France, ou animateur en France, on peut faire appel à vous aussi, ou a priori Oui. On est intervenu justement dans un ISFEC en France. Oui. C'est les instituts de formation de l'enseignement catholique. Exactement, mais on peut le faire tout à fait aussi dans les INSPE. Et puis on est aussi intervenu en Belgique et bientôt en Italie, comme je disais avant. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je laisserai des cartes de visite tout à l'heure. Et alors tout à l'heure, Marie-Angeletti disait que la classe dehors, c'était une nouvelle forme scolaire. Est-ce que vous travaillez sur ces questions de forme de travail scolaire? Est-ce que vous considérez que la classe dehors, c'est une nouvelle... Alors, en tant que tel, non. Ce n'est pas forcément une nouvelle forme scolaire, parce que ça fait longtemps qu'en fait, on faisait déjà des sorties, qu'on allait faire des camps. On appelle ça les camps de ski, les camps en nature, etc. Donc... les classes de découverte, vous dites en France, voilà, oui. Alors les classes de découverte, donc c'est quelque chose qui se faisait déjà. Mais peut-être ce qui a changé dans l'intégration justement de l'éducation au développement durable, c'est qu'on part un peu dans ce que vous disiez, du territoire, du lieu, où on s'intéresse au lieu et où du coup on intègre des apprentissages en lien avec ce lieu, que ce soit en lien avec les acteurs humains, mais également non humains du lieu. Et ça, je pense que c'est ce qui change vraiment. Parce qu'on peut sortir pour aller faire une course d'orientation en EPS, mais on ne fait pas d'éducation à la durabilité. On va faire de la course d'orientation, du sport, mais ce n'est pas d'éducation à la durabilité. Et ça, c'est quelque chose quand même qui change, en fait. C'est qu'on a des problématiques liées à des problématiques environnementales, mais également sociaux, avec des enjeux sociaux derrière. Et c'est peut-être aussi ça. L'éducation à la durabilité, ce n'est pas non plus, en tout cas pour nous, que de l'éducation à l'environnement ou à l'écologie. Mais il y a aussi tous les aspects humains. Et c'est ce lien entre les aspects justement de justice sociale et les aspects environnementaux qui vont être pris en considération quand on s'intéresse à un lieu et qu'on va faire classe dehors. D'accord, donc par rapport au titre de notre table ronde, on apprend dehors plus, pas seulement de ce qu'on appelle éducation au développement durable, plutôt en France ici, vous, éducation à la durabilité. Donc on va au-delà de ces questions-là.
Au-delà. On va au-delà de l'éducation au développement durable dehors. Je ne sais pas si on va au-delà quand on est dehors, parce qu'on peut très bien faire l'éducation à durabilité également en classe avec des pédagogies qui sont des pédagogies, qu'on va dire puissantes ou actives, hein, où donc, du coup l'élève est acteur. Hein, donc c'est vraiment l'idée, c'est qu'on mette l'élève au centre en étant acteur, donc pas dans du frontal avec des fiches, etc. Hein, donc qui prennent part à son apprentissage. Et donc évidemment, l'enseignement en extérieur est une pédagogie qui peut permettre ces apprentissages. Mais comme je disais, ce n'est pas parce qu'on sort qu'on fait de l'éducation au développement durable. Ce n'est pas automatique. Mais disons que c'est favorisant, on va dire. Voilà. Oui, tout à l'heure, avant qu'on commence, vous faisiez alors évidemment, si j'ai oui, vous alors, voyez pas, vous disiez un petit... alors, je peux peut-être expliquer, voilà, on aurait l'éducation à l'éducation au développement durable, l'enseignement en extérieur, et puis là, au milieu, les deux, quand on les croise les deux, en fait. Voilà. D'accord, merci. Pierre-Olivier Thébault, vous êtes... alors, je me mélange dans mes pages. Vous êtes inspecteur de SVT, ici dans l'Académie d'Aix-Marseille, hein, et vous êtes le chef de la mission sur l'EDD pour l'Académie. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont pour vous les avantages de la classe dehors, hein? Alors, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, il n'y a pas de recouvrement entre le domaine de l'EDD et de la classe dehors. Les deux ont des intérêts importants pour nos enfants, mais ne se recouvrent pas. Toute la complexité, qui est la compétence première qu'il y a dans l'éducation au développement durable, ne se retrouve pas forcément dans tous les éléments de la classe dehors, et des tas de choses sur l'apprentissage proprioceptif des enfants, d'être capable de marcher dans la nature, ne relèvent pas du développement durable et pourtant sont très intéressants en termes de développement de nos enfants. Alors, vous avez dit que j'étais inspecteur de SVT. Alors, le terme exact que personne n'utilise, c'est sciences de la vie, de la Terre et de l'univers. Alors, je ne dis pas ça tout à fait par hasard, c'est parce que quand on s'intéresse à l'univers, la première chose, c'est peut-être se coucher dans l'herbe, dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, qu'il faut donc trouver, donc pas ici, pas à Marseille, il faut peut-être aller un petit peu plus loin, et puis regarder le ciel et juste s'émerveiller. Après, on peut sortir des jumelles, une lunette d'ornithologie pour voir les bandes sur Jupiter, ou peut-être, avec un peu de chance, voir les anneaux de Saturne. Et déjà, quand on a fait ça, on est déjà dans classe dehors et on est déjà dans quelque chose de merveilleux qui enthousiasme les enfants, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément beaucoup. Alors, finalement, notre premier problème, qui n'est pas tout à fait récent, mais qui devient prégnant, c'est que nos enfants ne sont pas connectés à la nature. Bon, on pourrait dire qu'ils sont dénaturés, et que si familialement le travail de sortie n'est pas fait, charge à nous, Éducation nationale et partenaires, de les renaturer, de les réengager dans la nature. Quand on regarde ce qui se passe chez les tout-petits, chez les maternelles, chez les CP, chez les CE1, patouiller dans la nature, attraper un ver de terre, aucun problème, c'est cool. Et ça devient moins cool en vieillissant, et on comprend clairement qu'il s'agit d'une construction sociale qui rend la nature suspecte, voire dangereuse. Donc, encore une fois, charge à nous de maintenir cet état de curiosité et d'émerveillement de nos enfants qui sera propre à construire les vraies compétences dont nous avons besoin au XXIe siècle par rapport aux défis qui sont les nôtres. Après, si on arrive à renaturer nos enfants, on gagnera quelque chose de très important, c'est qu'ils s'intéresseront à leur environnement parce qu'on ne protège correctement que ce que l'on connaît. Donc si on met du substrat scientifique derrière ça, si en sortant on est capable de nommer la végétation, la faune qu'il y a derrière, pas simplement pour mettre des noms compliqués, ça n'a en soi pas beaucoup d'intérêt, mais le fait de nommer les choses permet de les reconnaître, de les retrouver année après année et de voir s'il existe des évolutions. Donc quand on interroge les petits Marseillais, il y a quelques milliards de mauves à cette saison dans tous les espaces un peu en friche de Marseille. Très très peu d'enfants sont capables de vous nommer une mauve, une chicorée, un olivier, pas toujours, un amandier, compliqué,
un chêne kermesse ou un chêne blanc, ou les micocouliers qu'il y a partout dans la ville. Bon, voilà, un tas de noms que les enfants ne connaissent pas et ne savent pas les reconnaître dans la rue. Donc, pouvoir les connecter à ça serait vraiment très important. Ensuite, pour y arriver à cette reconnexion intellectuelle à la nature, il est essentiel de ne pas oublier la partie sensible. On sort dehors aussi parce que c'est chouette, parce qu'on s'y sent bien, parce qu'il y a une certaine beauté intrinsèque à la nature, et il faut toujours utiliser ce ressort-là pour aller vers des enjeux plus conceptuels. Donc ça, c'est vraiment très important pour pouvoir libérer l'émerveillement et nourrir la curiosité des enfants. Sur ce sujet-là, on a eu quelques expérimentations dans l'académie. On a organisé l'an dernier un stage qui s'appelait « Patrimoine, paysage, partie intégrante de mon territoire ». L'idée, c'était de faire travailler les professeurs des écoles et les enseignants de collège, on s'est limité au collège, on n'est pas monté jusqu'au lycée, ensemble sur un territoire, une ville, et dire « ma ville, comment elle est organisée ? C'est quoi le tissu humain, les axes routiers, les axes d'énergie, l'alimentation, la vie économique, la vie sociale et la nature qui est présente, comment toutes ces choses-là s'organisent. » Donc on l'avait fait sur plusieurs territoires, on l'avait fait sur Arles, avec évidemment une grosse thématique sur l'eau à travers le Rhône. Comment moi, à Arles, enfant de CM2 ou de 5e, je vis à côté d'un fleuve et qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie. On avait fait quelque chose sur les Vitrolles et les Pennes Mirabeau, sur le paysage de collines de tout l'environnement marseillais, et un sur Calanque, donc vers Pointe-Rouge, où justement un accès un peu compliqué, avec d'un côté la colline avec la montagne qui est juste derrière, le parc des Calanques et sa réserve, et aussi tout l'aspect maritime. Donc derrière ces initiatives-là, on voit que les gens, quand on les enseignants, notre petit monde de l'éducation nationale, quand on ouvre des portes, il y a tout un tas d'idées qui apparaissent. Je vous en livre quelques-unes. Une enseignante qui avait imaginé une activité pour des CE1 qui s'appelait Tissons du lien. Et son idée, c'était que chaque enfant puisse témoigner d'où il venait, enfin où il habitait, où il allait au judo, où il allait au piano, etc., et à l'école, et que tous ces chemins-là s'organisent sur une carte en classe. Donc, investir le dehors. Une autre avait imaginé de pouvoir faire le tour, alors évidemment pour Marseille ça marcherait moyennement bien, mais de faire le tour de la commune à pied, collectivement, que chacun s'approprie un bout du sentier, et déjà en comprendre la limite physique, et puis se rendre compte que peut-être qu'il y aura 10 ou 15 km, et qu'il faut les faire, les 10 ou 15 km. Donc le sentir dans sa chair. On avait, qu'est-ce qu'on avait comme autre chose, de ce qui se passe par la fenêtre. Qu'est-ce que je vois de ma fenêtre? Il y a plein de contes qui existent pour les petits sur ce thème-là. Bon, voilà, donc on interroge le dehors, et une fois qu'on l'a interrogé et qu'on se demande mais qu'est-ce qu'il y a derrière, on étend le champ de sa curiosité et de sa soif de connaissance. Autre point, sur le travailler dehors dans la cour, on était un petit peu pas très enthousiaste sur toutes les initiatives de jardinage qui pour nous ne relevaient pas de l'éducation au développement durable, parce qu'on ne crée pas d'îlots de fraîcheur, on ne change rien en faisant pousser quelques fraises ou quelques tomates. Et puis on est revenu en arrière, parce qu'on a travaillé avec des médecins qui travaillent sur santé-environnement, et en fait, le fait que les enfants aient les mains dans la terre, qu'ils s'occupent de végétaux, même si l'objectif notionnel est faible, il y a un bien-être important par cette activité-là, de la connexion à la nature, qui a des incidences sur le climat scolaire, donc qui rentre complètement dans l'aspect social de l'éducation au développement durable. L'autre aspect qui est moins connu, c'est que nous vivons dans une société extrêmement réfractaire à tout ce qui est microbe, tout ce qui est sale et suspect, et la Terre est extrêmement suspecte. Or, quand on fait des études sérieuses, statistiques, sur le microbiote intestinal des enfants,
on voit que ceux qui ont patouillé dans la terre ont un microbiote bien plus développé que ceux qui sont dans un univers extrêmement bétonné et aseptisé. Donc, bénéfice réel pour la santé à travers une activité sale et suspecte. Dernier point sur les aires éducatives que nous co-portons avec l'OFB avec beaucoup d'enthousiasme, parce que nous pensons que cette façon d'envisager la démocratie scolaire, l'engagement sur le territoire, le lien avec les différents acteurs de la vie politique est extrêmement important et extrêmement fondateur pour les enfants et engage, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'ensemble des disciplines. J'en profite pour rappeler qu'il existe des aires éducatives sur Marseille, pas de problème, ça marche très très bien. Et c'est des projets qui sont très élégants et dont les enseignants et les enfants sont tout à fait ravis. Et l'idée d'aire éducative se développe même au-delà de l'école primaire et du collège. Il y a 2 collèges sur Marseille qui ont des aires éducatives, puisque ça va jusqu'à la fac, où l'INSPE d'Avignon et à partir de septembre, l'INSPE de Marseille, qui était jaloux en fait, ont une aire éducative ouverte à leurs étudiants en master qui préparent donc le concours. Et l'expérimentation qui est faite à Avignon est extrêmement concluante parce que finalement on voit que cet émerveillement qui est perdu parfois dans l'adolescence ou chez les jeunes adultes, eh ben, ils le retrouvent très très vite, de s'approprier le territoire, de se reposer des questions, d'être curieux, c'est quoi cette fourmi, c'est quoi cette bestiole, c'est quoi cette plante, etc. Et c'est quelque chose qui nous semble extrêmement performant du point de vue de la formation des jeunes enseignants pour qu'ils puissent après, de façon très décomplexée, le vivre dans leur vie de professeur. Merci. J'aimerais pouvoir passer la parole à l'assistance, mais je crois que vous m'aviez dit tous les deux que vous aviez des événements, enfin en tout cas l'OFB, vous avez un stand juste par là, si vous voulez aller les voir après. Et Gaëlle, vous m'aviez dit que vous animiez quelque chose demain, c'est ça ? Oui, c'est bon. Oui, il y a un symposium donc plus particulièrement destiné aux formateurs d'enseignants, hein, mais disons demain qui se déroule à l'INSPE. Et donc on a plusieurs thématiques avec des études de cas qu'on va traiter en séminaire, donc en petits groupes. Donc il y aura une conférence préliminaire d'un formateur d'Autriche, Robert Nerfort, qui va nous parler de comment ils ont intégré l'éducation au développement durable et l'enseignement à l'extérieur dans leur institution de formation justement de futurs enseignants. Et puis ensuite, on a toute la matinée les séminaires. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Il y a encore des places. Donc voilà. Ouais, et sur les aires éducatives, à la suite du symposium, il y aura une table ronde sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette expérimentation de l'INSPE d'Avignon de mettre en place une aire éducative à l'INSPE. Donc ça, ce sera à 14h. Et vendredi, on aura un atelier un peu plus expérimental sur, on l'a dit, dans les aires éducatives, il y a un conseil d'élèves, souvent rejoint par les autres acteurs du territoire. Et il nous semblait que pour vraiment prendre la mesure aussi du fait que quand l'humain développe quelque chose sur un lieu, il l'impacte, ou en tout cas il est en interaction avec tous les autres vivants de ce lieu. Et c'est des choses qui commencent à se faire maintenant dans un certain nombre de projets, par exemple le Parlement de Loire, où je ne sais pas si vous avez entendu parler de représenter les non-humains ou les écosystèmes dans des collectifs de décision. Et donc on aura un atelier un petit peu plus expérimental pour voir comment on peut représenter les non-humains, les autres vivants, dans des conseils d'élèves, et se mettre à la place d'eux, comprendre leurs besoins. Donc c'est directement aussi de la SVT, mais c'est plein d'autres choses. C'est de la philosophie quasiment. Et voilà, ça sera vendredi du droit. Oui, des fois, on a des aires éducatives où ils ont fait la cartographie des droits des vivants de l'aire éducative. Enfin bref, de toute façon, c'est infiniment riche. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent poser des questions ? Allez-y, lancez-vous. C'est toujours difficile la première, mais je suis sûre qu'en fait, vous avez envie de poser des questions. Vous avez levé le doigt ou j'ai rêvé ? Ah, super, merci. Vous allez voir, une fois que la première question est posée, la deuxième vient très vite. Allez-y. Oui, bonjour. Virginie Gagnère, je suis inspectrice en charge du dossier formation et maternelle, mais formation, ça m'intéresse en fait l'expérimentation
sur la mise en place d'une aire éducative à l'INSPE. Est-ce que vous pensez que ça aura des effets sur ces futurs enseignants dans leur mise en œuvre en classe de tels projets? Est-ce que c'était l'objectif ou... Alors, oui, ça va avoir forcément des effets. Un des gros soucis que nous rencontrons chez les enseignants, et pas que les professeurs des écoles, ça c'est en haut de là, c'est un certain inconfort avec les sciences et penser que les choses sont nécessairement très compliquées, donc inabordables, donc on met un voile pudique sur la chose et on ne le fait pas trop. Et en fait, non, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Nous vivons une modernité qui a tout un tas d'effets délétères, mais qui a des aspects très chouettes. Le fait d'avoir une bibliothèque permanente dans sa poche connectée, avec des IA qui sont capables de vous reconnaître des plantes que vous ne connaissez absolument pas, ou de reconnaître des chants d'oiseaux que vous ne connaissez absolument pas, et faire ce travail de façon très simple avec les élèves. C'est mon niveau d'inculture est à peu près équivalent au tien, nous allons ensemble chercher la réponse, et grâce à ces outils, nous allons les trouver, les réponses, et nous enrichir ensemble. Donc, le fait d'apprendre ça à l'INSPE, je suis archi sûr que ces gens-là s'engageront avec beaucoup moins d'inquiétude, de crainte, dans leurs premières années d'enseignement. J'ai pas grand-chose à ajouter. En plus, on en discutera demain à 14h en long et en large, donc je vais pas... j'ai oublié ce mot-là, mais je ne vais pas squeezer cette discussion. Et peut-être juste dire, il y a quelque chose de particulier dans les aires éducatives, il y a cet accompagnement par une structure d'éducation à l'environnement, une structure liée à la compréhension, la connaissance de la biodiversité, ou en tout cas de l'éducation à l'environnement. Et je pense aussi que dans cette expérimentation, et c'est important, il y a le fait de commencer à expérimenter cette co-construction et comment on travaille de manière partenariale. Et on voit qu'au moins au primaire, où les enseignants sont souvent assez seuls dans leur métier, et dans leur pratique en tout cas, voir comment on fait ce travail partenarial de construction d'un projet pour les élèves, je pense que ça pourra aider. Est-ce qu'il y a... Oui, je vois une autre question. Voilà. Oui, bonjour. Je suis la jalouse de l'aire éducative d'Avignon qui va créer l'aire éducative sur Saint-Jérôme, donc je plaide coupable. Je pense qu'au-delà de ça, notre projet sur Saint-Jérôme, il est aussi d'apprendre aux futurs enseignants à travailler ensemble. Donc évidemment, l'apprentissage pour les élèves, il est évident. Notre projet sur Saint-Jérôme, c'est de faire travailler des étudiants futurs professeurs des écoles avec des étudiants de SVT, déjà parce que ce cycle 3, il existe et qu'il est important. Et puis, des étudiants de l'IMBE, donc de l'Institut méditerranéen pour la biodiversité et l'environnement, qui vont apporter leur expertise, parce qu'apprendre aussi aux enseignants à travailler avec des chercheurs et des spécialistes, c'est tout aussi important. Et que beaucoup d'étudiants qui sont en parcours professorat des écoles ont effectivement des difficultés avec les sciences. Ils arrivent de licences plutôt littéraires, de sciences de l'éducation, et les sciences, ça fait peur, et on ne sait pas trop faire. Et se dire qu'on a des appuis pour avoir une expertise, qu'on peut coopérer avec d'autres enseignants qui nous apportent cette richesse-là, ben, si on le fait quand on apprend à devenir enseignant, on sera effectivement plus amené à le faire quand on sera dans sa classe. Voilà. Moi j'avais une question. Est-ce que de là où vous êtes, alors j'ai une question pour le public. Est-ce que j'aimerais bien savoir si la classe dehors, elle verse plutôt du côté du premier degré ou du second degré, ou si c'est assez égalitaire. Est-ce que vous voulez bien lever la main si vous êtes plutôt enseignant dans le premier degré? D'accord, merci. Et dans le second degré? Ouais, donc il y a quand même un peu plus premier degré. Est-ce que ça correspond à ce que vous pouvez observer, notamment aux demandes pour les aires éducatives? Vous n'avez pas spécialement... Peut-être que ma question n'a aucun intérêt, en fait. C'est possible aussi. Alors, sur les aires éducatives, c'est un petit peu faussé, puisque le projet a démarré dans le premier degré, et il s'est développé ensuite dans le second degré. Donc, je pense que ce n'est pas représentatif de l'intérêt que ça peut générer, suivant qu'on est dans le premier degré ou dans le second degré.
Voilà. Et par contre, on voit dans le premier degré des articulations qui se forment. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire qu'il y a un atelier à 15h sur art éducatif et classe dehors. Comment les deux peuvent s'articuler. Et on voit des écoles où les plus petites classes de maternelle commencent à sortir sur l'ère éducative en mode classe dehors, mais en mode découverte, sensorielle, en commençant à se poser des questions et en voyant que quand ils vont grandir, ils vont arriver dans le conseil d'élèves et ils vont commencer à vraiment réfléchir à tout ce qui se passe et à participer à ce conseil d'élèves. Et donc cette articulation classe dehors ère éducative, elle commence vraiment à se construire pour que, puis aussi parce que les enseignants, ils ont envie de changer de projet des fois, et donc ça peut permettre aussi de faire ça et de parfois être sur des pratiques moins engageantes de classe dehors. Je sors quand j'ai envie, il n'y a pas de projet pédagogique derrière de fond, et d'aller vers une ère éducative et vice-versa, voilà, d'alterner un petit peu. D'accord. Juste peut-être un point. Évidemment, d'un point de vue organisationnel, le fait d'être très libre de son emploi du temps comme professeur des écoles permet de faire de l'interdisciplinaire sur une sortie quand on veut, comme on veut, quand c'est possible. Évidemment, dans le second degré, c'est un petit peu plus compliqué, mais il n'y a aucune fatalité. Parmi les référents EDD dans l'académie, on a évidemment des professeurs de SVT, des professeurs d'histoire-géographie, mais aussi des professeurs de techno, d'anglais, d'espagnol, des documentalistes, enfin, en fait, des professeurs de maths aussi qui sont présents. Bon, en fait, toutes les disciplines sont représentées et ces gens-là, à travers leur discipline, n'ont aucun souci pour, sur leurs heures de cours, aller emmener les enfants dehors et sortir du champ, ou en tout cas d'une entrée ultradisciplinaire, sans jamais les oublier, mais en prenant des voies détournées pour nourrir les enseignements qu'ils doivent porter. Ah, il y a une autre question. Allez-y. Oui, bonjour, je suis donc enseignante de premier degré et je m'adresse particulièrement à la collègue IEN des Hautes-Alpes. Je trouve ça super que vous puissiez avoir du temps pour les animations pédagogiques. Parce que souvent les IEN nous disent non, on a plan maths, plan français. Alors vous comprenez, l'EDD ou l'école dehors, c'est pas trop notre domaine. Et donc on est en demande de formation sur le temps institutionnel. Voilà. Donc il n'y a pas de question vraiment, mais merci à vous de porter ces projets dans les Hautes-Alpes. Et si vous pouviez d'éteindre sur d'autres départements du Sud, là. Merci. Alors un élément de réponse là-dessus, parce que les discours évoluent. Et quand nous avons été rassemblés avec le recteur et les 4 d'Azen et tout le premier degré en début de l'année, pas très loin d'ici, rue d'Athènes, c'était la première fois qu'on entendait un discours comme quoi, oui, les fondamentaux, oui, les maths et le français, mais nécessairement à travers tout le reste. Donc ça veut dire que ce message-là, que nous, inspecteurs, nous portons depuis longtemps, devient institutionnel et va donc pouvoir glisser. Le stage dont je vous ai parlé tout à l'heure, la façon dont on l'avait préparé, c'était de montrer qu'en faisant ce travail sur le territoire proche de l'élève, on faisait de l'histoire, des maths, de la géographie, du français, etc., etc. Et que nécessairement, ou à travers une ère éducative, quand on est obligé d'écrire un courrier au maire, bon, on a intérêt à ce qu'il soit à peu près fait dans une syntaxe honorable et une orthographe correcte. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà, on est archi persuadé que les fondamentaux se travaillent à travers toutes ces choses-là et que des stages nécessairement plus larges sont très utiles. Compléter. Simplement, effectivement, la question, c'est comment on sort du disciplinaire pour aller sur quelque chose de transversal. C'est toute la question aussi de l'éducation au développement durable qui se travaille dans toutes les matières sous différentes formes. Mais il y a effectivement l'idée qu'on rentre par une matière, mais dans une matière, si on travaille en sciences, on travaille aussi des données mathématiques, des traitements au niveau de la lecture de documents avec des tableaux, des graphiques, etc. Donc, de toute façon, on ne peut pas être seulement dans des entrées très spécifiques, parce que dans tous les cas, on croise une multiplicité de compétences au service de compétences complexes. Hein, voilà. Donc forcément, cette approche qui a du sens là-dessus. Et au-delà de justement cette entrée EDD, tout ce qu'on a pu évoquer aussi derrière, c'est comment on construit le citoyen, le parcours citoyen, et comment, avec ces dispositifs-là, on peut travailler sur l'éco-citoyenneté, justement. Hein, voilà.
Donc on a renommé la table ronde, c'est plus éducation, développement durable, c'est qu'est-ce qu'on apprend dehors tout court. On a éventuellement le temps d'une dernière question, si quelqu'un, mais on doit vraiment rendre l'antenne, et en tout cas, alors une dernière question, et puis après on arrêtera s'il faut vraiment qu'on s'arrête à l'heure. Bonjour, moi je suis professeure des écoles et donc j'ai l'habitude d'aller à l'extérieur et j'ai un projet avec le centre d'initiation et de découverte de la mer à la Pointe-Rouge. Mais ma question c'est vraiment par rapport aux freins dont vous parliez tout à l'heure. La chose qui me bloque c'est quelle séquence, quelle séance je vais vraiment mettre sur papier pour aller à l'extérieur avec mes élèves. Parce que je peux avoir différents apprentissages ou juste sortir pour lire un album, c'est déjà super. Mais j'aimerais vraiment savoir si vous aviez des sites ou des recommandations pour avoir des clés pour vraiment commencer à faire quelque chose dehors, une classe dehors. C'est la formatrice qui parle, mais je pourrais répondre peut-être un bout. Alors, en Suisse, en tout cas, on essaie de toujours avoir une problématique en lien avec le lieu dans lequel vous voulez aller. Donc déjà, de voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser au niveau de ce lieu. Et puis alors après, dans des sites, dans la construction de votre séquence, si j'ai bien compris votre question, hein, c'est ça, c'est comment vous pouvez construire votre séquence, eh bien, c'est justement de commencer par poser une problématique et puis d'essayer de proposer différentes activités pour y répondre, en lien avec ce lieu. Mais pas de penser que l'extérieur, en fait. Moi, on vous conseillerait un bout, vous pouvez être dehors, mais un bout, vous pouvez aussi être dedans. Revenir en classe ensuite avec les apprentissages que vous aurez fait dehors pour les remettre dans la classe et les retravailler en classe. Donc, de faire cette alternance dehors, intérieur. Donc, déjà, dans votre construction, de réfléchir, je ne vais pas faire que du dehors, en fait. Ça, ce serait mon premier conseil. Du coup, ce serait scientifique? Pas forcément, non. Pas forcément. Vous vouliez répondre, mais alors... Moi, je peux compléter sur la méthodologie aire éducative, hein, puisque c'est une méthodologie étape par étape pour justement s'approprier un site qui commence normalement par choisir le site avec les élèves pour qu'ils se sentent vraiment acteurs du projet. C'est leur choix, donc ça veut dire regarder plusieurs sites autour de l'école où ils sortent déjà et se dire sur quel site on a vraiment envie de faire notre aire éducative. Et ensuite, les séances vont par progression, c'est-à-dire d'abord il faut comprendre le site, donc il y a un certain nombre de séances, et si vous êtes accompagné, c'est parfait pour essayer de comprendre un petit peu. Là, il y a des outils pour ça sur le site de l'OFB, sur les aires éducatives, mais il y a plein d'autres outils qui existent sur qu'est-ce qui se passe. Je regarde les écosystèmes qui sont présents, je regarde les activités humaines, je commence à être capable de voir quelles interactions il y a entre les deux. Et donc ça peut être des allers-retours entre le dehors, la classe, le dehors, la classe, pour essayer de commencer à avoir une vision de ce site-là. Et ensuite commencer à réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on voudrait faire ou qu'est-ce qu'on voudrait creuser comme sujet. Par exemple, souvent, il y a quelque chose qui va les marquer dans leur première sortie. Ils vont voir, je ne sais pas, des crabes ou un poisson mort ou quelque chose. Et là, ils vont avoir envie de creuser le sujet, pourquoi il est mort. Et donc là, ça peut être l'occasion de faire intervenir des spécialistes pour leur parler de ce sujet-là, d'un certain nombre d'autres sujets. Et en tout cas, dans la méthodologie aire éducative, comme ils ont ces conseils d'élèves réguliers, c'est eux qui vont décider au fur et à mesure du projet qu'est-ce qu'ils ont envie de creuser et qui vont orienter au fur et à mesure. Et là, il faut être capable de les suivre et de rebondir sur leurs propositions pour au fur et à mesure développer tous les apprentissages. Alors après, si on va aussi, nous, on travaillera aussi peut-être sur la cartographie du lieu et du parcours aussi. Redites-moi l'âge de vos élèves. Là, j'ai des CP, mais j'ai déjà un projet où je travaille sur les animaux de la mer, la posidonie. Donc, il y a déjà un projet. Mais moi, c'est vraiment plus si je vais à l'extérieur peu importe, pour faire des mathématiques, du français. C'est vraiment juste avoir des clés pour faire quelque chose autre que des projets. Mais alors oui, possible. nous aurons sur le site, on est en train de mettre en place des séquences. Alors, elles sont liées à des territoires plus suisses. Donc, on n'a pas la mer, nous, on a le lac. Mais disons que ça peut être... on a la forêt, on a des séquences et des activités qui seront sur notre site je vous donnerai une carte tout à l'heure sur du centre de compétences. Oui, on pourra vous proposer des choses alors. Ouais. Et je vais faire un petit plaidoyer pro domo. Les cahiers pédagogiques ont publié un numéro qui s'appelle « Apprendre dehors ».
et un autre qui s'appelle Apprendre avec la nature, où il y a des exemples. Alors c'est interniveau, il y a du primaire, du collège, du lycée, mais avec des exemples de pratiques qui sont présentées dedans dans les articles. Il y en a aussi sur notre site. Et puis je vais tous vous remercier beaucoup. C'était très très intéressant. Merci. Merci aussi à vous d'être venus. Et puis bonne rencontre.